Bonjour et bienvenue, chers membres, à la présentation de l'exposition Christian Dior, offerte exclusivement aux membres du musée McCord. Je suis Chloé Guillaume, coordinatrice du service aux membres, et c'est avec un immense plaisir que je vous présente notre hôte, Cynthia Cooper, chef des collections et recherche et conservatrice du costume, mode et textile du musée McCord depuis 1998. Madame Cooper supervise la plus grande collection muséale de vêtements canadiens regroupant plus de 20 000 pièces et dirige également le service de collection de recherche depuis 2009. Nous espérons que cette présentation virtuelle saura vous donner le goût de venir visiter l'exposition au musée afin d'admirer en temps réel les créations du grand couturier. Bon visionnage. Bonjour, bienvenue à l'exposition Christian Dior présentée au musée McCord, créée par le Musée royal de l'Ontario. L'exposition présente le travail de la maison Dior pendant que Christian Dior, le créateur, était à la tête de la maison de 1947 à 1957. L'exposition présente la silhouette qui a fait que Dior est devenu si important, si populaire en si peu de temps. On commence avec une visite aux ateliers où on explique comment on fabriquait les vêtements. Il y avait deux types d'ateliers, l'atelier flou qui faisait les robes dans les tissus de soie, coton et autres, et l'atelier tailleur où on faisait les vêtements dans les lainages, les tailleurs qui étaient si importants pour le jour. Donc voici la silhouette qu'on a baptisé le New Look, avec lequel Dior a lancé sa première collection, des jupes avec des verges de tissu très longs, très larges, une taille très cintrée et des épaules arrondies, très différentes de l'inspiration militaire qui a inspiré la silhouette qui était populaire pendant la guerre. Aussi beaucoup de poches, les textiles, les quantités de textiles étaient limitées pendant le temps de guerre. On avait des lois qui imposaient des restrictions sur le tissu. Alors ces grandes poches étaient une nouveauté très importante dans la nouvelle silhouette qui est très rapidement devenue associée à la maison et qui a fait que toutes les garde-robes féminines de l'époque de la guerre sont devenues désuètes tout d'un coup et que Christian Dior est devenu un nom que tout le monde connaissait sur la couverture de plusieurs revues. La maison Dior possède son archive, Dior Héritage, qui possède énormément d'informations. Alors, on connaît le nom des mannequins pour qui les vêtements ont été créés. L'exposition présente les robes dans trois grandes zones. Les robes de jour qu'on voit ici, dans la silhouette New Look, dans les lainages faits dans l'atelier tailleur et les différentes silhouettes entre autres la ligne A, qui était une de ces collections. Toutes les collections avaient des noms. Alors, la presse aimait beaucoup ce concept et voilà la robe A de la ligne A. Dior a vendu des licences et a ouvert une succursale, si on veut, à New York. Donc, ce modèle Auteuil était fait par Christian Dior New York. Et voici une robe McCord qu'on a rajoutée à l'exposition. La silhouette s'appelle Pentecôte et c'est fait non pas dans deux tissus contrastants, mais deux couches superposées de tissus. Maintenant, on s'en va vers les robes de fin de journée ou cocktail, une activité très importante dans la vie sociale de l'après-guerre qui nécessitait des robes pour l'occasion. Et on présente plusieurs de ces silhouettes faites pendant plusieurs années. Voilà une de 1955, de la ligne Y, mais qui incarne toujours le New Look, même 8 ans après, avec ses verges et verges de tissu. La maison a relancé plusieurs industries de fournisseurs, entre autres les fournisseurs de rubans. Et cette robe, ça vaut la peine de la regarder de près parce qu'elle emploie plusieurs largeurs de rubans, quelque chose comme
300 verges de ruban de différentes largeurs. Alors, ces fournisseurs avaient eu beaucoup de difficultés à survivre pendant la guerre. Et pour créer une industrie de mode de luxe, il fallait vraiment que ces fournisseurs aient du travail. Alors, Dior les a encouragés en incorporant leurs marchandises dans ses vêtements, y compris la dentelle. Cette robe portée par la famille du président de Holt Renfrew, Alvin J. Walker, incorporait énormément de verges de dentelle. Pour les robes cocktail, des fois, il n'y avait plus d'une manière de porter une robe. Alors, celle-ci avait une veste qu'on pouvait enlever pour montrer le corsage en dessous. Celle-ci aussi venait avec une veste qui aurait pu cacher les épaules. Elle était portée par une Montréalaise. Et celle-ci, qui appartient au musée McCord, la robe à pois, est en fait en 3 morceaux, un petit corset en velours avec un corsage qui va par-dessus. Cette robe-ci était portée à Toronto pour recevoir, parce que justement, elle était avec tous ses brillants, on n'osait pas la porter chez quelqu'un de peur de briller plus que l'hôtesse. Alors voici un exemple du travail de perlage, un autre type de fournisseur que Dior avait encouragé avec ses créations. Les robes noires étaient très importantes parce qu'elles étaient plus indémodables, disons, que les couleurs. Voilà des exemples du rouge Dior, une couleur qu'il a lancée. Il a nommé son rouge à lèvres après, mais il a fait des vêtements aussi dans ce rouge. Et la robe Topaz au musée McCord qui montre un exemple de plissé qui devait être fait dans chez une entreprise spécialisée, un plissé très complexe. Et voici une de ses dernières silhouettes dans les 10 ans avant son décès en 1957. Il a fait 22 collections et ses dernières silhouettes rappellent un peu Balenciaga. Et voici la robe Auteuil présentée pour montrer les différentes composantes, les corsets, parce qu'il s'est inspiré beaucoup du 19e siècle. Souvent, les robes ont un corset intérieur et plusieurs couches de tulle dans la jupe. Alors, pour celles qui ne pouvaient pas se permettre une robe, Dior a produit énormément de différents accessoires et produits dérivés sous licence. Donc, cette section-ci démontre la variété de ces produits qui permettaient le luxe, disons, à une échelle réduite, si on voulait. Holt Renfrew, à Montréal, avait obtenu la licence en 1951 pour produire Dior, même la haute couture, les copies autorisées dans son atelier ici à Montréal. Alors, on pouvait se procurer les vêtements haute couture ici. Il y avait les chaussures, les parfums, le parfum Miss Dior, lancé en 1947, était vendu dans cet amphore dont la silhouette rappelle la forme du New Look, très élancé. Et on a inclus même ce présentoir qu'on appelait le Temple d'amour, inspiré par le Temple d'amour au Petit Trianon, qui est magnifique dans sa création, avec des éléments en passementerie pour présenter le parfum dans la boutique. Ensuite, les chaussures, des collections produites avec Delman. On voit au-dessus une carte de couleur d'un bas de nylon. La Légion d'honneur présentée à Alvin Walker pour avoir introduit la ligne chez Holt Renfrew. Et voilà Miss Dior vendue dans un autre type de flacon avec un rouge à lèvres pour mettre sur sa coiffeuse. Dior a aussi fait produire des bijoux par la maison Gripois, entre autres. Et
ce collier-ci s'appelait Maintenant. C'était une esthétique très moderne pour les années 1950, moins traditionnelle et inspirée du 18e siècle, comme les autres qu'on voit ici, et un exemple de bijoux très joyeux pour l'époque. On présente d'autres types de flacons dont on se servait pour vendre ses parfums, qui étaient disponibles à la boutique Dior. Il faisait aussi des gants et des chapeaux. Alors, c'était possible de s'habiller en Dior de la tête aux pieds. Ici, au fond, on présente des robes portées par une Montréalaise qui achetait ces modèles à prix réduit parce qu'ils étaient libres de douane. L'exposition explique ce que ça voulait dire, mais voici des robes portées à Montréal, entre autres bonne nouvelle qu'elle a portée lorsqu'elle a reçu le premier prix dans un concours d'arrangements floraux à Montréal en 1952. C'est un bel exemple d'un imprimé dans les robes de Dior. Ainsi que cette autre robe est Dior. Et comme ces robes étaient vendues ici en taille d'échantillon et elle n'avait pas la taille d'échantillon, elle les transformait. Alors, le jupe à l'origine était un jupe à plis, mais elle a fait défaire pour faire un jupe plissé. Dans la section La façon Dior, on présente les différents fournisseurs qui facilitaient qui rendaient son travail possible. Ici, les imprimeurs textiles. Alors, le textile est de la maison Staron et imprimé par Lecomte dans un imprimé qu'on appelait Bambou. Et ici, on montre le livre d'échantillons avec l'échantillon textile qui nécessitait 9 écrans pour son impression, alors un textile de luxe. Il fallait des perles et des paillettes ainsi que des maisons de broderie pour produire le travail de broderie exigé par ces robes. Alors, on présente les exemples de plusieurs maisons. Hurel, qui existe aujourd'hui, Rébé, qui était une des maisons célèbres, et Ginisti et Quénol, sur lesquels on sait très peu encore. Travail de maison Hurel. Dans les robes de soirée, on va parler des crinolines et des structures qu'on mettait en dessous des robes. Et voici des exemples du travail de Rébé avec différents types de perles et de paillettes. Et voilà un veste qui s'appelait Pondichéry, d'après la colonie française en Inde, avec un travail de broderie très élaboré, motifs d'oiseaux et floraux dans différents types de fils métalliques, perles de verre de différentes formes et paillettes. Voici un vêtement avec un textile en dentelle aussi qui l'a aidé à relancer l'industrie qui produisait des textiles en dentelle. On s'en va vers la zone des robes du soir. Alors, on associe beaucoup les robes du soir à Dior. Celle-ci, Isabelle, qui comprenait énormément de tissus. Les robes du soir ont souvent cette silhouette taille très fine, jupe très large. Ces deux exemples sont de la collection McCord, donc soirée de décembre avec un détail très splendide dans le dos porté par un membre de la famille Molson et signe noir qui repose sur un effet de contraste entre satin de soie et velours de soie dans un grand boucle démesuré. Vierge folle, dans une des premières collections, avait une silhouette très simple. Dans le rose pâle, une autre couleur qu'il aimait beaucoup dans ses premières collections. Et celle-ci, une silhouette très élancée qui repose sur
l'ornementation avec des boutons pour son effet. Rose France, qui était à l'origine une robe sans bretelles, qui était très, très osée à la fin des années 40. Alors, celle qui l'a portée l'a fait transformer pour couvrir une épaule. Et elle a toujours, la donatrice a toujours la taille aussi fine et pense qu'elle aurait pu porter cette robe encore aujourd'hui. Dior était connu pour ses décolletés très ouvertes. Donc, celle-ci, un exemple qui a été porté, le même modèle a été porté par Marlene Dietrich, qui osait porter ses grands décolletés. Et une autre de ces robes perlées avec un décor en ruban, ainsi que tout le travail de perles et broderies adapté à la silhouette de la robe. Cet exemple de robe perlée, Vénus, a des pétales, des grands pétales ornés avec des paillettes en arrière, et Palmyre, donc un textile de la compagnie Celanese, un acétate fait à partir d'un produit dérivé du bois qui vient de la Colombie-Britannique, le textile transformé aux États-Unis et ensuite brodé par Staron, une broderie sur mesure pour correspondre à la forme de la robe avec beaucoup de pierre Durain et paillettes de différentes formes pour créer un effet vraiment très frappant. De près, on le voit dans tous ses détails, incluant les pièces triangulaires avec les broderies sur mesure. Et on termine avec 3 robes associées à une bat mitzvah à Toronto. Au moment que ces robes ont été achetées de Dior, le bat mitzvah était vraiment une nouvelle idée. Alors la mère a convaincu, la mère de la jeune fille a convaincu son mari d'en faire un. Et les 2 filles et la mère sont parties à Montréal pour commander leur robe de Dior chez Holt Renfrew ici à Montréal. Et puis, la jeune fille a eu sa robe Dior pour le bat mitzvah. Merci. C'est ainsi que s'achève cette présentation virtuelle. Un grand merci à Cynthia Cooper pour sa précieuse collaboration. Christian Dior est une exposition présentée par Holt Renfrew Ogilvy et conçue par le Musée Royal de l'Ontario-Toronto. Nous vous rappelons que l'exposition sera présentée au musée jusqu'au 3 janvier 2021 et qu'en tant que membre, vous visitez le musée sans réservation obligatoire. Nous avons hâte de vous voir parmi nous et à bientôt et passez une belle journée.